Jean-Pierre Foucault révèle le nom de son ennemi dans les médias. Oui, on lui a posé la question cette semaine dans La Tribune dimanche, et l'animateur a répondu sans détour. S'il a d'abord évoqué une forte rivalité avec Patrick Sabatier, il a précisé qu'il s'était réconcilié avec lui depuis longtemps. Non, c'est un patron de radio que Jean-Pierre Foucault a visé ici. Il a assuré n'en vouloir aujourd'hui qu'à une seule personne, Christopher Baldelli. Alors, vous ne le connaissez pas forcément, mais il a été son patron durant plusieurs années à RTL, et aujourd'hui directeur de la chaîne T18 sur la TNT. De 1999 à 2014, Jean-Pierre Foucault a été une figure de la station Rouge, où il a notamment animé le jeu La Bonne Touche, en duo avec Cyril Hanouna durant près de 5 ans. Et bien en 2014, l'animateur a estimé qu'il a été très maltraité par Christopher Baldelli, alors que son émission marchait très bien selon lui. Et d'ajouter, j'ai toujours été respectueux de la maison, fidèle, loyal, et je n'ai jamais compris pourquoi il m'a mis dehors. À l'époque, son départ avait été une grande surprise. Il avait alors rejoint Europe 1 et la bande de son ancien comparse Cyril Hanouna dans Les Pieds dans le plat. Puis plus récemment, on l'a découvert Joker de Thomas Hill aux commandes de Culture Média sur Europe 1, et plus prochainement, Jean-Pierre Foucault sera sur TF1 pour la prochaine cérémonie des Miss France. Je pense qu'il faut interdire TikTok. Je pense qu'il faut l'interdire. Parce qu'effectivement, ça bousille les gosses. Donc là, d'ailleurs, la Chine, je crois, l'a interdit. Pascal Praud part en guerre contre TikTok. Alors oui, les réseaux sociaux peuvent être un danger pour les plus jeunes comme les moins jeunes. Mais il faut préciser que Pascal Praud se méprend en citant la Chine. Si oui, TikTok n'existe pas en Chine, c'est parce qu'il existe une application similaire disponible uniquement en Chine et dont le contenu est lui contrôlé directement par le gouvernement. Ce n'est donc pas très Pascal Praud compatible tout ça, et il semble l'omettre par méconnaissance, je suppose. Mais ça montre tout de même une forte contradiction avec la pensée très libérale de l'animateur. Un paradoxe qu'il reconnaît lui-même. Donc c'est paradoxal ce que je dis là, puisque en même temps, je dis qu'il ne faut pas de labellisation des médias, et en même temps, je pense qu'il faut interdire TikTok. C'est une labellisation définitive. Voilà, sur le donc, coup, vous avez raison. Donc vous voyez, Moi, je suis pour. On est pris, je suis le premier à avoir une pensée contradictoire, et je comprends qu'on puisse me dire, mais vous n'êtes pas cohérent. Mais je pense que TikTok, avec les gosses, faut l'interdire. En fait, tu peux pas faire autrement. C'est pas de l'information, TikTok. Faut vraiment prendre une solution radicale. Alors si, Elisabeth Lévy, on peut trouver de l'information sur TikTok. Moi, j'en fais avec ma casquette de journaliste. Mais plusieurs médias ont également investi la plateforme pour justement parler à un public plus jeune avec une nouvelle consommation des contenus. Ensuite, si Pascal Praud est en contradiction avec lui-même, oui, il est son propre contradicteur visiblement, c'est parce qu'il est vent debout contre une idée d'Emmanuel Macron, le président, actuellement en tournée en France pour parler des réseaux sociaux et de la lutte contre les fake news, a évoqué l'idée de mettre en place un label professionnel pour les réseaux et les sites d'information afin de lutter contre la désinformation. Et ça, Pascal Praud craint un contrôle de l'information et une atteinte à la liberté d'expression. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez de ce projet. Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Une labellisation qui rappelle une pratique qui existe dans le monde alimentaire. Qui donnerait ces labels? Quelle institution séparerait le bon gré de l'ivraie? La question est en suspens. Eh bien mon cher Pascal, je vais te répondre, car on a entendu beaucoup de choses en effet sur la labellisation des médias proposée par Emmanuel Macron, et certainement beaucoup de fantasmes. Remettons un peu de contexte. Il faut remonter au 19 novembre dernier. Oui, ça date un peu et ce n'est pas anodin. Lors d'une rencontre avec les lecteurs de La Voix du Nord, Emmanuel Macron est interpellé par un restaurateur qui l'interroge sur le moyen de savoir comment ne pas tomber dans le piège des fake news, des faux sites d'information. Et c'est là que le président a annoncé sa volonté de mettre en place un label, non pas donné par l'État, mais par des professionnels de l'information. Et comme l'indique Raphaël Grabli, journaliste à BFM TV, ce label existe déjà depuis 2019. Il s'agit d'une norme internationale, baptisée Journalism Trust Initiative, qui permet à chaque média volontaire de se faire certifier, et qui est porté par Reporters sans frontières. Et cela ne porte pas sur la ligne éditoriale, mais sur le niveau de transparence des financements, sur la présence de journalistes dans la rédaction, et sur le respect des règles élémentaires de déontologie. Cela permet ainsi d'indiquer sur les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche qu'un site est un véritable site d'information, et non pas un site créé à des fins d'ingérence ou d'arnaque avec des deepfakes d'Élise Lucet ou d'Hugo Décrypte. Mais ce label n'est aujourd'hui utilisé par aucun réseau social, et on a même vu sur Facebook une marche arrière avec l'arrêt de son propre réseau de fact-checking. Alors peut-être faudrait-il l'imposer à ces réseaux. Débat. Alors, s'il n'y a rien de nouveau sous le cocotier,
Pourquoi une telle polémique près de 2 semaines après ses propos? Eh bien, elle vient d'un tweet publié par le compte d'extrême droite l'Observatoire du journalisme, créé par l'ex-FN Jean-Yves Le Gallou. Il annonce le 24 novembre que le président veut tout faire pour mettre un label afin de juger les médias dignes de confiance. Et en quelques temps, le sujet enfle et débarque sur les plateaux des chaînes info. Quand Gérard Larcher a fait pression sur l'Arcom pour taper sur complément d'enquête. C'est une information de Mediapart et c'est du jamais vu auparavant. Je vous remets un peu de contexte. Le jeudi 27 novembre dernier, avant la diffusion du complément d'enquête dédié à CNews sur France 2, l'Arcom a publié une décision concernant un autre numéro du magazine, celui-ci consacré au Sénat. Le régulateur a décidé de mettre en garde France 2 concernant la rigueur et l'honnêteté dans la présentation et le traitement de l'information. Une publication qui avait surpris puisque l'Arcom avait publié peu de décisions depuis la rentrée et surtout à quelques heures d'un complément d'enquête très attendu. Eh bien, selon Mediapart, l'Arcom avait dans un premier temps relevé aucun manquement concernant l'émission sur le Sénat. Elle avait même averti les équipes de complément d'enquête de sa décision de classer sans suite le dossier. L'Arcom publie même cette décision sur son site le 8 octobre avant de la retirer 2 semaines plus tard. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Selon Mediapart, Gérard Larcher, le président du Sénat, mécontent de la première décision de l'Arcom, aurait fait pression sur le régulateur pour revoir ses conclusions. Rappelons d'ailleurs que 3 membres de l'Arcom sont nommés directement par Gérard Larcher. L'autorité a alors décidé de se pencher à nouveau sur le magazine de France 2 et a fini par estimer qu'il y avait finalement des manquements. Contacté par Mediapart, l'Arcom, pourtant silencieuse dans ses habitudes, a réfuté fermement la version des faits présentés. Le régulateur a expliqué que dans un premier temps, France Télévisions n'avait pas apporté d'éléments suffisants aux questions qui subsistaient. Et c'est après une première demande d'éléments complémentaires que le collège a décidé de mettre en garde l'éditeur. Concernant la mise en ligne de la première décision, le régulateur a plaidé une erreur dans le circuit de publication. Une erreur inédite pour les régulateurs déjà très contestés dans la classe politique quand on sait que le RN et Reconquête souhaitent tout simplement fermer l'autorité. En fait, il y a beaucoup de femmes, ce que vous dites, qui n'ont pas eu la chance d'être regardées par les hommes et qui, de ce fait, nourrissent parfois contre eux un sentiment de revanche. Cette séquence, c'était dans l'heure des Pro 2 en avril 2025. Et elle a conduit l'Arcom à adresser une mise en garde à CNews. Je vous explique tout ça. En plateau, Pascal Praud et ses chroniqueurs débattaient de la proposition de loi prévoyant d'introduire dans le code pénal la notion de non-consentement de la victime afin de caractériser le viol et les autres agressions sexuelles. Dans le studio, les personnes présentes avaient vivement critiqué le caractère révocable du consentement d'une part, et ont aussi discuté de l'existence de plaintes déposées par des femmes motivées par un regret, une haine des hommes et un sentiment de revanche, même si Pascal Praud avait souligné que ça pouvait aussi exister du côté des hommes. De son côté, l'Arcom a considéré que ces propos concernant le consentement ne respectaient pas les obligations de la chaîne au sujet de la lutte contre les stéréotypes et les préjugés sexistes. Mais le régulateur note aussi que ni le présentateur ni les chroniqueurs n'avaient été formellement contredits après ces propos. Et par conséquent, l'Arcom a mis en garde CNews contre le renouvellement de tels manquements. À noter que le gendarme de la télé s'est aussi penché sur une autre séquence de CNews, celle-ci datée au 16 juin 2025. L'Arcom a été alerté au sujet de propos visant la France insoumise. Pascal Praud avait alors estimé que Jean-Luc Mélenchon avait vrillé pour des raisons cyniques et purement électoralistes, et Elisabeth Lévy avait déclaré que la seule boussole de LFI était la haine d'Israël et par extension de tous les juifs. Si l'Arcom n'a pas relevé de manquement de la part de CNews, elle a toutefois contacté le comité d'éthique du groupe Canal+, sur le nombre significatif de signalements qu'elle peut recevoir concernant le traitement médiatique du conflit israélo-palestinien et de la tenue récurrente de propos généralisateurs susceptibles de nourrir des représentations orientées ou des comportements répréhensibles à l'égard d'une communauté. Et puisque nous parlons de fiabilité de l'information, nous tenions à vous signaler qu'hier, lors de notre reportage sur les bons plans et les promotions dans les supermarchés, eh bien, l'une des personnes interviewées a trompé une de nos journalistes en falsifiant son identité. Il s'agissait en fait d'un humoriste adepte de canulars. Un humoriste piège le 20h de France 2. Lundi 1er décembre, Mehdi Djibril, un créateur de contenu, a roulé une journaliste de la 2 en se faisant passer pour un certain Arnaud Roland, au look atypique, et interrogé pour être un soi-disant expert en bons plans pour faire des économies. Après la diffusion du reportage, il s'est félicité du canular sur TikTok et Instagram, tout ça évidemment pour faire le buzz et la promotion de son spectacle. Et surtout, le jeune homme est un habitué des pièges de ce genre, puisque lors des Jeux Olympiques, il était parvenu à accéder à certains lieux en se faisant passer pour un athlète d'une équipe fictive. Pour France 2, en
revanche, c'est plus regrettable. Cela montre que la journaliste s'est fait piéger par le comique et elle n'a pas pu vérifier à 100% l'identité de la personne qu'elle avait interrogée. Et ces manquements peuvent être liés à de l'inattention, mais aussi au besoin d'aller plus vite et d'avoir absolument un sujet réalisé à temps. Donc ce n'est peut-être pas seulement l'erreur d'une journaliste, mais éventuellement un manquement à plusieurs maillons de la chaîne de fabrique de l'information. Et cela peut avoir des conséquences sur la crédibilité d'un média, même si l'impact de ce canular reste minime par rapport aux propos relayés. Par ailleurs, côté audience, le JT de Léa Salamé a repris des couleurs ce lundi 1er décembre. La première partie du 20h a été suivie par 4 millions de téléspectateurs, soit 20,5% du public selon Médiamétrie, l'un des meilleurs scores de la saison. Non mais Michel Simès, je sais même pas ce qu'il fait comme métier. Il s'est improvisé animateur, il s'est improvisé médecin. Par contre, il s'est pas improvisé. C'est un véritable abruti. Par contre, ça, il s'est pas improvisé. Hein. L'Arcom a tapé sur les doigts d'Europe 1 après des propos de Cyril Hanouna sur Michel Simès. Je vous explique tout ça. Il faut remonter au 18 février 2025 dans l'émission On marche sur la tête. Cyril Hanouna avait publiquement critiqué le présentateur médecin après que celui-ci avait estimé que le non-renouvellement de C8 par l'Arcom était mérité. Bah, je vais vous dire, le problème, Michel Simès, il est un petit peu limité. C'est pas non plus la chips la plus croustillante du paquet. Hein. Non mais c'est vrai. Le plus aiguisé. Non mais les mecs, il est con comme une pendule. Hein. C'est pas Big Ben. Hein. Les gars, non, mais c'est vrai. Michel Simès, le problème qu'il a, Michel Simès, c'est que il a pas compris que si la chaîne faisait autant de profit, c'est surtout grâce à moi et grâce à mon émission. On va pas se mentir, c'était quand même voilà, c'est l'émission qui essaie d'être la locomotive de la chaîne. Moteur, ouais. Donc qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte n'importe quoi en fait. Donc c'est pour ça qu'on pouvait engager des gens et c'est pour ça qu'on pouvait faire travailler du monde, autant de monde dans l'émission. Donc à la suite de ces propos, Michel Simès avait annoncé avoir déposé une plainte pour injure. Selon le décompte réalisé par ses avocats, son nom avait été cité 84 fois dans la même émission sur Europe 1. À noter que le docteur avait aussi saisi l'Arcom qui a publié une décision concernant la séquence et une autre ayant eu lieu le 21 mai 2025. Le régulateur a estimé que le caractère répété de propos injurieux et manifestement outranciers caractérisait une méconnaissance de l'exigence de respect des droits de la personne. De plus, l'Arcom a pointé l'absence de modération ou de mise en cause de ces propos par les autres personnes présentes en plateau, ce que le régulateur a traduit comme un défaut de maîtrise de l'antenne. Et donc, même si l'émission n'est plus diffusée sur Europe 1, car Cyril Hanouna est désormais sur W9 et Fun Radio, l'Arcom est intervenu auprès de la station bleue pour lui demander de respecter à l'avenir ses obligations. Une chaîne d'info ne devrait pas avoir 18 procès pour intox, etc. Donc ce n'est pas une chaîne d'info. Voilà. Éric Antoine critique CNews et Pascal Praud. C'était ce mercredi 3 décembre à la télévision belge sur LN24. Le présentateur de M6 est interrogé sur la chaîne info du groupe Bolloré et avant de débuter sa critique, le magicien dévoile sa tendance politique. Évidemment, de sensibilité, je suis vegan, je suis écologiste, je suis féministe, je suis woke, je suis... Vous n'êtes pas très CNews, quoi. Non, je suis pas CNews, c'est une évidence. Et donc, le discours que tient Pascal Praud et tous les gens chez CNews qui est un discours qui est basé sur la peur de l'autre, etc. Moi, je pense que c'est un discours de détournement d'attention. Toutefois, le jury de la France Un Incroyable Talent a tenu à mettre de la nuance dans ses propos, indiquant que certains sujets abordés sur CNews peuvent concerner une partie du public. Mais encore une fois, c'est pas Pascal Praud que je n'aime pas, et je dois dire que je pense qu'en plus, dans ce qu'il dit, parfois il y a des choses vraies, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui touchent vraiment, il y a des choses qui parlent à des millions de personnes. C'est par hasard que ça parle à des millions de personnes. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont puissantes derrière ça. Mais Éric Antoine a confié qu'il est en revanche difficile de blaguer sur CNews, car on reçoit ensuite des tonnes de réactions négatives sur les réseaux. Par exemple, un jour j'ai fait une vanne, j'ai dit un magicien sans un paquet de cartes, c'est comme CNews sans racisme. Bon sauf que, et je me suis fait défoncer sur les réseaux sociaux, sauf que si tu tapes France Info racisme, tu vois tous les dossiers sur le racisme, tu tapes CNews racisme sur Google, tu vois les procès à Zemmour, les procès à Defer, les procès à Pro, et donc par définition, il se passe quelque chose. Une chaîne d'info ne devrait pas avoir 18 procès pour intox, etc. Donc ce n'est pas une chaîne d'info. Voilà. Bon, il est certain que si Pascal Praud voit cette séquence, ça va chauffer pour le matricule d'Éric Antoine. Toutefois, il est à noter qu'il est très rare de voir un animateur de divertissement se positionner aussi fermement sur le groupe Bolloré. Si on a plutôt l'habitude de voir des journalistes ou des politiques s'engager dans cette voie, voir Éric Antoine avancer ce type d'analyse est peu ou prou une première, notamment du côté de M6. Il y a de plus un courage à souligner de sa part en annonçant d'entrée son courant politique et sa vision du monde. Maintenant, il y aura toujours l'éternel débat. Les
les artistes doivent-ils donner leur opinion dans les médias? Ça existe depuis des années, et rappelons ici dans cette séquence que ce sont les journalistes de LN24 qui ont interrogé Éric Antoine sur ce sujet. A voir maintenant si du côté du Canal 14, une riposte sera amorcée comme on a l'habitude de le voir dès qu'un média Bolloré est critiqué. Sachez que... Oh là Sophie d'avant! On a perdu Sophie! La chute de Sophie d'avant! Voilà. Ça va Sophie? Attention Sophie! Alors, grosse frayeur pendant le Téléthon, mais plus de peur que de mal pour Sophie Davant qui ne s'est heureusement pas blessée. Tout le week-end, France Télévisions propose plus de 30 heures d'affilée pour la 39e édition de l'événement caritatif. L'occasion d'ailleurs pour Sophie Davant de revenir au devant de la scène après avoir quitté France 2 il y a quelques années. Et là, visiblement, elle a pris des risques pour porter cette cause. je sais qu'en 25 ans, plus de 370 000 € ont été récoltés. Est-ce que Sophie va bien? Oui, très Sophie bien. va bien. Elle a mal à la cuisse. Ça va Sophie? J'ai mal aux fesses. C'était élégant. À noter que ce vendredi a été marqué par un don record. Santa, la marraine de cette édition 2025, a annoncé faire un don de 99 999 €, du jamais vu depuis le lancement du Téléthon. Le 9 étant son chiffre fétiche, comme moi d'ailleurs, elle a expliqué avoir pris le bénéfice de sa tournée pour le reverser dans la cagnotte. L'année dernière, 96,5 millions d'euros de dons avaient été récoltés, et cette année, le Téléthon espère bien passer la barre symbolique des 100 millions d'euros. Vous faites de la désinformation. On est sur CNews, le service public de l'information qui prétend faire mieux que les chaînes de télé genre CNews et revenons BFM. à l'audition de Jean-Luc Mélenchon. Vous faites pire. Antoine Léaumont s'est vivement attaqué au traitement médiatique de France Info concernant l'audition de Jean-Luc Mélenchon à la commission d'enquête sur l'islamisme. Le député a peu apprécié la manière dont les intervenants de la chaîne ont analysé la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon et le mouvement de la France Insoumise. Et là, je me rends compte qu'en réalité, le service public de l'information utilise mes impôts pour se servir de ses impôts pour faire de la propagande contre la France Insoumise. Il faut le privatiser donc, c'est ça? Ah pardon, parce qu'en plus, j'ai pas le droit de m'exprimer. Pardon, mais vous aviez dit la parole à la défense et j'ai l'impression que quand la défense prend la parole, c'est pas possible de parler. Alors si c'est ça que vous souhaitez, je vais m'en aller, je vais vous laisser faire un plateau de CNews. Mais je n'ai pas de réponse à vous donner sur des calomnies. Jean-Luc Mélenchon a répondu pendant 1h45 à des questions qui étaient stupides. Antoine Léaumont n'a pas souhaité laisser la parole à la journaliste car il a estimé que beaucoup de fausses informations avaient été tenues avant le début de son duplex. Je peux vous donner d'autres choses. Vous avez parlé d'électorat arabo-musulman. Vous vous rendez compte, vous êtes sur le service public de l'information, on entend parler d'électorat arabo-musulman. Vous vous rendez compte du niveau où vous êtes arrivé sur le service public de l'information? Je suis extrêmement choqué par ce que j'ai entendu pendant 15 minutes et je trouve que c'est odieux que ça se passe sur votre chaîne. Personne n'a parlé d'électorat. Allez-y, mais ça me fait... Franchement, justement, vous pouvez repasser les images, on peut passer la VAR. Quelqu'un sur votre plateau, je sais pas qui, a parlé d'électorat arabo-musulman. Moi, vous savez, je parle de français. Vous vous en doutez, votre serviteur est parti vérifier si ses propos ont été tenus en plateau. Eh bien, la réponse est oui. Toutefois, ces propos ont été tenus par un journaliste du Point en duplex quelques minutes avant celui d'Antoine Léaumont, mais pas directement en plateau. Et la réception était plutôt mauvaise, même si Myriam Ankawa, la présentatrice, n'a pas repris l'intervenant. Je vous laisse écouter. C'est-à-dire que LFI, depuis des mois et des mois, ne recule devant aucune outrance pour cultiver l'électorat arabo-musulman, dans l'idée de se constituer des bastions là où il pèse d'un poids significatif électoralement. Si Antoine Léaumont était remonté, c'est parce que quelques minutes auparavant, Rachel Binas, journaliste à Marianne, et Mathieu Souquier, consultant de la Fondation Jean Jaurès, avaient frontalement critiqué la France Insoumise en plateau. Mais notons quand même que Catherine Tricot, directrice de la revue Regard, était elle présente pour porter la contradiction.